Mesdames et messieurs, bonjour. Il est le premier Béninois à inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire des études en présentant en décembre 2014 une thèse de doctorat sur la communication politique qu'il entrevoit comme une future profession. Cela fait de lui l'un des tout premiers docteurs de la matière dans la région ouest africaine. Doté d'une maîtrise en droit obtenue à l'Université d'Abomey-Calavi et de 2 masters, dont un en ingénierie culturelle soutenu à Alexandrie en Égypte, cet ancien journaliste de Radio Toka Atlantique FM et de la Radio nationale du Bénin a aussi collaboré avec plusieurs stations de presse en Europe. Sa rencontre avec le commissaire européen Louis Michel a été déterminante pour sa vie. Enseignant-chercheur à l'Université de Parakou et aussi à celle de l'UAC, Gildas Bellarminus Kakpovi devient le 28 septembre 2016 le directeur adjoint de cabinet du ministère des Sports. Beaucoup disent de lui qu'il est méticuleux, bon mélomane, fin connaisseur de musique. C'est cette autorité que nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui sur la Web TV de l'Université d'Abomey-Calavi. Monsieur Kakpovi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va comme un charme. Et les nouvelles activités? On apprend. On apprend au jour le jour. En effet. C'est cela. Merci de nous faire l'honneur de vous poser quelques questions sur la Web TV de l'UAC. Mais je pense que l'honneur est à moi. Je suis ravi d'être dans vos rues. Merci. Voilà en résumé un peu votre parcours. Pouvez-vous nous dire comment vous en êtes arrivé là? Quelles ont été vos sources de motivation pour embrasser cette filière politique? Oula, ça c'est une grande question. Déjà, pardonnez-moi, nous sommes le 8 mars. C'est la journée internationale de la femme. Permettez-moi de dire bonne fête à toutes nos femmes, à vous aussi. Merci beaucoup. Comment j'en suis arrivé là? Je pense que même si je ne crois pas souvent en la chance, il y a eu des moments où j'ai pu croiser certaines personnes sur mon chemin et qui ont essayé de me donner un coup de pouce en me montrant la bonne voie. Dans le commissaire européen? Oui, je suis très peu porté vers une incandescence personnelle. C'est vrai, le Michel, je dirais plutôt la famille Michel, puisque ce n'est pas seulement lui, il y a son fils aussi, Charles, qui m'a beaucoup aidé. Mais comme je le disais, je suis très peu porté sur une incandescence personnelle. Je ne pense pas que ce soit ça qui intéresse nos amis téléspectateurs. C'est vrai, j'ai rencontré pas mal de personnes sur mon chemin qui m'ont aidé, comme il faut en avoir dans la vie. À la base, je pense que je suis quelqu'un qui est très porté sur son pays. Je suis à la limite un peu chauvin et je n'ai jamais pensé ou rêvé partir de mon pays et aller faire quelques années hors du pays. J'ai rencontré comme ça fortuitement M. Michel lors d'un voyage et puis qui me dit, à la fin je faisais une prestation, qui à la fin me dit, et je garde une très très belle image de cette rencontre, il me dit vous êtes de quel pays, parce que je trouve que vous êtes un bon produit. Enfin, vous faites très bien votre job. Et vous venez de quel pays? Du Congo? Je dis non, je ne suis pas congolais, je suis du Bénin. Et puis il dit ah oui, le Bénin est un très beau pays, un très beau petit pays. Et je lui réponds, sauf qu'on n'en entend pas souvent parler. Et là, c'est la réplique qui va être cinglante que j'ai retenue toute ma vie. Il dit oui, en effet, le train qui arrive à l'heure, on n'en entend jamais parler. C'est le jour où le train arrive, même 5 minutes en retard, que tout le monde se met à le critiquer. Ça me dit quoi? Ça me dit que le Bénin reste un pays modèle. Toujours à l'heure dans ces grands rendez-vous. C'est pour ça que les médias internationaux n'en parlaient pas souvent. Le jour où il y a la guerre dans un pays, vous voyez subitement, Oui, tout le monde en parle. tous les médias s'intéressent. Voilà, donc le Bénin est considéré ici comme le train qui arrive toujours à l'heure. C'est plutôt un très beau compliment pour notre pays. Merci à vous, Monsieur Kakpovi. Nous l'avons affirmé en introduction, la communication politique peut être une profession. Ce sont les bases de votre doctorat. Il s'agira de faire quoi, de corriger quoi précisément en Afrique et au Bénin? Non, l'idée c'est pas de corriger, l'idée c'est que nous sommes dans une dynamique. J'ai dit dans cette thèse-là que la communication politique dans notre pays reste
un processus non achevé. Parce qu'il faut dire, il y a 3 critères principaux qui permettent de définir ou de mesurer le degré de professionnalisation d'une activité. Il y a d'abord la détention d'un savoir pratique, ce qu'une certaine école de pensée assimile à ce qu'on appelle l'apprentissage chez nous. Il faut aller à l'apprentissage. Je parle de l'approche interactionniste. Une autre école de pensée, la fonctionnaliste, vous dira non, il faut une formation qualifiante ou qualifiée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la création de regroupements professionnels. Il faut une association professionnelle qui garantit ce qu'on peut appeler l'articulation entre le destin individuel et le destin collectif des travailleurs. C'est eux qui portent les revendications des travailleurs. Et c'est aussi eux qui essayent de réguler l'exercice ou d'auto-réguler l'exercice d'une profession. Et en dernier ressort, il y a ce qu'on peut appeler la mise en place de règles partagées. On peut parler par exemple d'un code déontologique. Oui. On peut également parler de règles éthiques, tout simplement. Et puis je veux, non pas par caprice, mais par exigence professionnelle ou scientifique, je vais ajouter 2 critères subsidiaires. Il y a d'abord ce qu'on appelle la professionnalité. La professionnalité, c'est quoi? C'est la transmission d'un savoir entre les anciens et les nouveaux, ou bien des anciens vers les nouveaux. Et aujourd'hui, quand on prend la communication politique au Bénin, on n'a pas encore cette courroie de transmission. Déjà que... On sent un détachement. Il y a un net détachement, déjà que les communicants politiques eux-mêmes, on a du mal un peu à les identifier. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne se réclame pas encore totalement communicant politique. Quand vous regardez un peu comment ça se passe, c'est souvent des savoirs incorporés, c'est-à-dire des savoirs qu'on détient dans un autre secteur, qu'on apporte ou qu'on amène vers le secteur de la communication politique. Par exemple, tout banal, il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui exercent comme communicants politiques. Oui. Et qui mettent au service des acteurs politiques leur savoir-faire journalistique. Il y a aussi des spécialistes de marketing qui... Et c'est une aberration? Non, ce n'est pas une aberration. Je pense que la communication politique, c'est aussi ça. C'est un ensemble de savoir-faire. Quand vous prenez par exemple un staff d'un candidat à une élection, par exemple, présidentielle, vous voyez qu'il a besoin dans sa cellule de communication de journalistes, ce qu'on peut appeler aussi les chargés de relations presse ou les attachés de presse. Oui. Il y a par exemple des gens qui sont des sondeurs qui font cette étude. Généralement, c'est des gens qui ont fait soit de la statistique ou le marketing. Et donc, il y a un ensemble d'acteurs qui concourent à la mise en place d'une stratégie cohérente de conquête du pouvoir politique ou d'exercice du pouvoir politique. Okay. Donc, on ne peut pas les en blâmer, sauf qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de code éthique qui régule ou qui réglemente l'exercice de la profession, enfin non achevée, de communication politique. Nous n'avons pas d'association ou de regroupement professionnel qui autorégule ou qui régule l'exercice de ce métier, de cette activité-là. Donc nous sommes dans un processus non achevé. Mais en même temps, ça peut se comprendre. Et que faut-il faire pour justement achever ce processus? Je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est une dynamique. Oui. On ne peut pas blâmer qui que ce soit. Il faut des volontés. Oui, parce que vous savez, nous sommes dans une situation des récentes de la communication politique moderne. Je mets l'emphase sur le moderne. Parce que bien avant l'adoption d'un régime caractérisé par l'organisation d'élections concurrentielles et disputées, nous avons quand même une forme de communication politique dans notre pays. À prendre en compte. Au temps des royautés, nous avions quand même, quand vous prenez un royaume, celui d'Abomey, qui fut quand même l'un des royaumes les plus politiquement mieux structurés, il y avait un ministre de l'Information, il y avait des outils tels que les gonds, tels que la RECA. Des gens précis, il y a des tâches précises. Exactement, tels que la RECA du roi, qui était un puissant outil de communication. Quand le roi veut déclarer la guerre à un royaume voisin, il envoie sa RECA pour dire, voilà, et puis quelqu'un qui vient avec la RECA du roi dit tout simplement que je suis porteur d'un message de mon roi pour tel autre roi. Donc on avait un système de communication peut-être traditionnel, mais c'était quand même un système de communication politique. Non, il faudrait peut-être, comme le dit Jean Plia dans les tresseurs de cordes, lier l'ancienne corde à la nouvelle. Je pense que la spécificité de notre contexte fait que nous ne pouvons pas aujourd'hui communiquer politiquement sans tenir compte d'un certain nombre d'outils endogènes. C'est vrai qu'à partir des premières constituantes, en 1945,
la presse écrite a fait son entrée dans l'arène politique. Oui. Les candidats à l'époque, notamment le père Francis Opierre, Solmegan Apiti, qui représentait l'intelligentsia dahomienne, avaient beaucoup utilisé la presse écrite. Mais ça va aller de façon crescendo. On n'avait pas la télé à l'époque. Non. On n'avait pas la radio non plus. Non. En 1953, il va y avoir la radio. Et dès cet instant, on va commencer aussi à utiliser la radio. En 1978, le 30 décembre, plus précisément, la télévision publique va commencer à émettre. Et à partir de cet instant, les acteurs politiques vont déceler là un puissant outil de mobilisation. Et aujourd'hui, on a Internet. Et aujourd'hui, on a Internet qui a été d'ailleurs très consommé lors des élections présidentielles de 2011 et de 2016 par les acteurs politiques. Et donc, aujourd'hui, pour communiquer politiquement et avoir une certaine efficacité, on ne peut pas seulement utiliser les outils importés. Enfin, je veux parler de la presse écrite, de la radio, de la télévision, d'Internet, mais on doit impérativement aussi assimiler un certain nombre de dispositifs, peut-être informels, mais très puissants dans notre contexte. Quand vous prenez par exemple les rois, l'ancien président Boniaï les avait fondamentalement très bien utilisés. Même avant lui aussi, d'autres présidents les avaient utilisés. Et récemment, on a eu la rencontre avec le président Patrice Talon, avec les rois du Bénin, certains rois du Bénin. Oui, nous ne sommes pas là dans un contexte d'élection. Non. Je pense que c'est dans un souci de transparence politique. C'est-à-dire qu'on veut expliquer un certain nombre de choses, un certain nombre de décisions à ces rois-là, qui sont quand même de puissants vecteurs, de puissants acteurs dans notre contexte sociopolitique. Donc, oui, communication politique avec des outils modernes, mais il ne faut pas occulter non plus que nous avons des outils ou des dispositifs informels dans notre contexte qui sont d'une utilité non négligeable. Nous allons à présent parler de l'ingénierie culturelle. Vous avez mis en étude au cours de l'un de vos masters le mot de gestion de la culture au niveau des médias béninois. Un livre intitulé d'ailleurs l'ingénierie culturelle, outil de promotion de la culture dans les médias audiovisuels du Bénin, y est d'ailleurs consacré. Cela voudra-t-il dire que notre culture bat de l'aile du fait des médias nationaux, privés ou publics? Non, ce n'est pas ça. Non, je pense qu'il ne saurait avoir aujourd'hui une culture exportable sans des médias qui l'accompagnent. Non, je pense que la presse béninoise... C'est d'ailleurs un canal très important pour la promotion de la culture. Je suis d'accord. Non, ce dont il est question, c'est qu'il y a quelques petits dysfonctionnements quand même. Lorsque vous prenez les exigences de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, il est bel et bien précisé qu'il faut jouer impérativement au moins 6 heures de musique béninoise entre 6 heures et 22 heures le soir, si j'ai bonne mémoire. On n'en a pas. Maintenant, quand vous prenez quand même les radios béninoises, par exemple, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne se consacre pas totalement à la promotion de cette musique. Les musiques importées. Exactement, je vous l'ai dit, je suis un peu chauvin à la limite et j'estime que les médias béninois doivent pouvoir faire plus pour la promotion de la musique béninoise. Vous allez dans certains pays, dans la plupart des pays, vous allez au Nigeria, les gens jouent très peu de la musique béninoise, très peu de la musique ivoirienne, très peu ou pratiquement pas. Pour ne pas dire pratiquement pas. Mais pourquoi est-ce que chez nous, on doit toujours continuer à célébrer la musique qui vient d'ailleurs? J'ai noté que c'est une sorte de malice de la part d'un certain nombre de promoteurs d'organes, de médias. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en jouant de la musique des artistes d'ailleurs, on veut s'échapper tout simplement au mail du Bureau béninois des droits d'auteur parce qu'on n'a pas envie de payer les impôts, les taxes. Les droits d'auteur. Exactement. Tout simplement. Sauf que je pense que depuis un moment, il y a une union au niveau des bureaux des droits d'auteur, au niveau africain et même au niveau international. Ce qui fait qu'aujourd'hui, désormais, le BUBEDRA peut rendre compte, par exemple, au Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteur, de la programmation des artistes ivoiriens sur les médias béninois. Et comme ça, le Burida peut saisir les médias béninois en question pour le paiement des droits d'auteur. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette ère que les médias béninois peuvent comprendre qu'ils doivent faire mieux pour la promotion de notre musique. Si on ne le fait pas, d'autres ne viendraient jamais le faire à notre place. Dr Kakouvi, il y a à peine 38 ans, est nommé directeur adjoint de cabinet du ministère des Sports. Avec ce titre, vous avez consacré pratiquement votre jeunesse aux études. Quels conseils pouvez-vous donner à la jeunesse qui vous prend comme exemple?
Non, 38 ans, vous me vieillissez de 3 ans. Ah, 35 ans alors. Non, ça va aller, c'est une boutade. D'accord. Conseil à nos jeunes frères, non, c'est un bien grand mot pour moi. Je vais quand même donner quelques indications. Moi qui suis enseignant à l'université, vous l'avez dit, c'est toujours avec bonheur que je côtoie ces centaines d'étudiants chaque année. Et puis qui essayent de prendre modèle sur un certain nombre de leurs années. Sans vous arrêter, comment les analysez-vous quand vous les observez? Non, c'est une jeunesse foisonnante, c'est une jeunesse ambitieuse, sauf que il faut quand même faire la distinction entre ambition et prétention. Moi, je les vois très ambitieux, mais pas souvent prétentieux. Mais je voudrais leur dire que aujourd'hui, là, les actuels gouvernants l'ont compris, c'est qu'il faut qu'on aille vers la professionnalisation. Vous savez, chaque année, il y a des milliers d'étudiants qui sortent de nos centres de formation. Et puis, ils viennent grossir le rang des demandeurs d'emploi, tout simplement parce ce qu'on appelle chômeurs. Voilà ce qu'on appelle, bon, dans un certain langage un peu violent et vulgaire, chômeurs. Parce que souvent, nous n'avons pas une certaine adéquation entre la formation et la demande sur le marché de l'emploi. Donc, il faut qu'on aille vers des formations beaucoup plus professionnalisantes. Et je pense que les actuels gouvernants l'ont compris. La formation technique? Oui, de la formation technique. Je me plais souvent dire que tout le monde ne peut pas faire des études littéraires. Donc, il faut qu'on aille vers des formations plutôt professionnalisantes pour permettre à ceux-là d'avoir une certaine adéquation avec la demande sur le marché de l'emploi. Tant qu'on n'a pas compris ça, on va continuer à patauger, à déverser sur le marché. À se désorienter. Exactement. Et puis c'est ça aussi qui fait que nous avons un secteur informel très élevé, très important dans notre pays. Et donc je pense qu'il faut repenser l'université, il faut repenser l'enseignement. Et c'est ce qui se passe. Il y a un certain nombre de réformes depuis le 6 avril 2016 au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur que moi j'apprécie énormément parce que désormais on veut replacer l'église au cœur du village. Et c'est de ça qu'il est question. Et je veux dire à cette jeunesse qu'elle ne doit pas se désorienter, elle ne doit pas se décourager. Je pense que l'alouette ne descend jamais rôtie du ciel. Il va falloir aussi contribuer à la rôtie. Exactement. Tant qu'on est homme, tant qu'on est, pardonnez-moi, un être vivant, c'est aussi ça le challenge de la vie. Essayer de chaque fois aller plus... De monter. Donc je pense que c'est le petit message que je peux laisser à cette jeunesse que j'aime bien. Merci pour ce beau message. À votre poste actuel, quelles sont les actions que vous comptez mener pour impacter justement la jeunesse? Non, je ne pense pas que ce soit moi qui ou le ministère. C'est le ministère. Il faut plutôt voir l'institution. Nous sommes des êtres, nous allons passer. D'autres viendront prendre notre place, bien évidemment. Donc c'est plutôt le ministère. Et aujourd'hui, il y a eu le 16 décembre 2016 la présentation du programme d'action du gouvernement. Et vous avez suivi la présentation du ministre des Sports qui a décliné un certain nombre de programmes ambitieux. Très importants, ambitieux. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'institution des classes sportives. Ça veut dire quoi? On veut retourner le sport à la base. Désormais, nous allons lancer 80 classes sportives et ça, on va lancer cela dans quelques jours. 80 classes sportives sur toute l'étendue du territoire national. Les enfants, nous allons recruter des encadreurs sportifs de haut niveau que nous allons mettre à la disposition des enfants pour les former depuis l'école. Ça fait quoi? Ça fait que le gouvernement a très bien compris le challenge. Le gouvernement a décidé lors d'un des conseils des ministres de libérer les après-midi des vendredis pour la pratique des activités sportives dans les écoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, les enfants vont pratiquer le sport le mercredi soir, le vendredi après-midi, et aussi le week-end, samedi en matinée, et puis les matchs amicaux le dimanche. Et donc, vous voyez, cette pratique intensive du sport va révéler des talents forcément à la base, que nous allons promouvoir plus tard. Ensuite, nous allons lancer également ce que nous avons appelé des associations sportives communales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous demandons désormais aux communes de constituer des équipes dans les différentes catégories d'âge et dans les 5 disciplines prioritaires que le ministère a choisies. Lesquelles? Il s'agit du football, du basketball, du handball, de l'athlétisme et des arts martiaux. Ça, c'est un choix que nous avons fait. Ceux qui viendront après pourront se compléter. Agrandir ce choix-là. Et donc, l'État central va mettre les moyens à la disposition des communes pour le fonctionnement de ces équipes-là. Je parle des moyens matériels, des moyens financiers.
tout simplement. C'est nous allons mettre par exemple à leur disposition les encadreurs. Là également, nous allons recruter 800 et quelques encadreurs sportifs que nous allons déployer sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas peu. Et donc, il y aura des tournois entre les communes. Et à la fin de ces tournois, nous allons faire la sélection des meilleures pépites au niveau de chaque département. Et ce sont ces meilleures pépites que nous allons envoyer dans les académies sportives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons construire, c'est le 3e programme, 12 académies omnisports dans les 12 départements du Bénin, à raison d'une académie par département. Et donc, ces pépites-là, nous allons les envoyer dans ces académies pour être formés. Et je vous assure que si on le fait, dans les 2, 3, 4 prochaines années, nous aurons de la bonne matière talent, en matière sportive. Et puis, on ne peut pas mettre en œuvre tous ces programmes sans les infrastructures sportives qui vont avec. Et donc, nous allons construire un stade ultra moderne par commune. Et nous allons lancer aussi ce programme dans quelques semaines. Nous allons construire des stades de type départemental. Nous allons aussi, pour terminer, créer une chaîne de radio de sport exclusivement dédiée à la promotion du sport et de la jeunesse béninoise. Donc, c'est un programme alléchant, très ambitieux, que porte le ministère pour l'épanouissement de notre jeunesse. Alors, nous sommes actuellement sur le campus d'Abomey-Calavi et vous n'êtes pas sans savoir que ce campus regroupe plusieurs étudiants qui viennent un peu partout du pays. Et le campus aussi, après le savoir et papier qu'on a, c'est un haut lieu qui regroupe beaucoup de sportifs. Alors, qu'est-ce qui est pensé, qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là pour regrouper les sportifs, les jeunes sportifs de l'Université d'Abomey-Calavi et d'autres universités publiques du pays? Non, je voudrais vous rassurer que les 4 nouvelles universités, selon la nouvelle carte universitaire, sont prises en compte. D'accord. Lorsque je parlais des associations communales, enfin, nous appelons ça les associations sportives. On en aura 93, c'est-à-dire les 76 communes. On a soustrait Cotonou. Les 76 plus les 13 arrondissements de la ville de Cotonou, ça fait 89, plus les 4 nouvelles universités, ça fait 93. Donc vous voyez très bien que nous avons pensé aux universités. Et donc les universités auront aussi leur association sportive. Et donc les meilleurs talents que nous allons détecter au sein de ces universités seront également envoyés dans les académies sportives pour être formés par des encadreurs, des directeurs techniques de très haut niveau qui vont venir d'un peu partout. Nous sommes en train de signer un certain nombre de partenariats, de coopération avec pour mettre tout ça en œuvre. Très grands États occidentaux pour mettre à disposition du Bénin des entraîneurs de très haut niveau pour venir coacher, pour venir former ces jeunes talents-là. Monsieur le directeur adjoint de cabinet, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. L'émission s'appelle précisément Parole aux leaders et c'est diffusé sur la Web TV de l'Université d'Abomey-Calavi. Vous, en tant que jeune aujourd'hui, quelle est l'utilité d'Internet, d'une Web TV, d'une Web radio pour la jeunesse et pour le développement socio-économique de chaque pays? Non, mais écoutez, indéniablement, aujourd'hui, Internet est devenu un outil de développement. Incontestable. Incontestable. Les acteurs politiques aussi l'ont très bien compris. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, en 2011 et en 2016, lors des élections présidentielles, Internet a été fortement utilisé, même si en 2016, on a noté qu'il y a une forte dose d'intoxication via cet outil. Mais ce n'est pas à la base la fonction première d'Internet. Exactement. Aujourd'hui, à partir d'un simple clic, vous pouvez avoir des informations que vous recherchez si vous n'avez pas un ouvrage à portée de main. Exactement. Donc, je pense que la délinéarisation des outils aujourd'hui permet d'avoir les informations où qu'elles se trouvent. Et ça, c'est très important pour un chercheur comme moi qui est à la recherche d'informations. Donc, je pense que je dois féliciter le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi pour avoir créé cette Web TV. Il y a aussi une Web radio. Exactement, il y a aussi une Web radio. Je pense que désormais, l'université se modernise. C'est tout à fait à l'actif de notre pays. Merci à vous, docteur Gildas Bellarminus-Katbovi. Votre mot de fin. Écoutez, mot de fin. Qu'est-ce qu'il faut dire? Un bonus. Un bonus, voilà, je préfère. C'est déjà de vous remercier pour l'invitation qui m'a été adressée. Vous avez dit leader, je ne sais pas si j'en suis un. Vous êtes quand même un exemple et une fierté pour le Bénin. Possiblement. Vous me renvoyez ravi. Non, je pense que aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins. Notre pays a traversé pendant longtemps
des étapes très difficiles, des périodes très très austères. Aujourd'hui, il faut que nous puissions avoir le courage de relever ce pays. Courage de relever un pays, ça veut dire des sacrifices. Oui. Des sacrifices individuels, des sacrifices collectifs. Vous savez, nous allons très bien prendre l'avion et aller dans les pays occidentaux. Parce que et revenir en parler, voilà, s'extasier. Exactement. Mais ceux-là, ils se sont développés sur la base de sacrifices, d'énormes sacrifices. Donc, ce sont ces sacrifices que nos compatriotes doivent aujourd'hui essayer de faire. Si on ne fait rien, le pays va couler. Et je n'ose pas croire qu'il y a un compatriote qui veuille que ce pays coule. Bien donc, au contraire. Nous devons serrer la ceinture pour gloser le chef de l'État, pour relever ce pays-là. Le programme d'action du gouvernement, le PAG, est un programme très ambitieux. Tout le monde en parle. Et moi, je puis vous assurer qu'au niveau sectoriel, on a commencé déjà la mise en œuvre de ce programme-là. Et donc, il nous faut encore quelques longs mois, enfin quelques petits mois, pour serrer la ceinture. Et je suis sûr qu'à la fin, on va se féliciter du chemin parcouru, du travail qui a été abattu. Et quand on dit serrer la ceinture, il n'y a pas que aux populations qu'on demande cela. Même au niveau, au sommet de l'État, ça se vit. Nous le vivons. Parce que, regardez, hier par exemple, je suis parti du bureau à quelle heure? Je suis parti du bureau à 2 h du matin. Et à 7 h 30, j'y étais encore ce matin. Et donc voilà, c'est que nous devons travailler. Nous devons travailler, nous devons avoir le sens de sacrifice de soi pour son pays. Tant qu'on n'a pas compris ça, nous serons toujours en arrière. Et ce n'est pas le vœu que nous portons pour ce pays. Merci à vous, docteur. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien avec le docteur Gildas Bellarminus Kapovi. Je rappelle qu'il est le directeur adjoint de cabinet du ministère des Sports. C'était donc Parole aux leaders. À la prochaine et merci.